félicitations au club d'AFI. Après 30 ans, ce que j'ai remarqué ici, c'est que vous avez fait un excellent travail. Et pour ça, vous devez être remercié. Madame Dien disait tout à l'heure qu'elle est dafiste. Mais je pense que nous tous, nous sommes dafistes. Vous l'êtes, nous le sommes. Quand je venais à Dakar en 1999, 2000 plutôt, après mon bac, je ne connaissais personne. J'ai quitté mon village en tant que petit berger bachelier, venu à Dakar ne connaissant personne. Dans cette grande université, je me sentais étranger chez moi. Mais ce qui m'a permis de m'adapter, je pense qu'elle l'a dit tout à l'heure, c'est le courage, la capacité à s'adapter à des situations diverses et inconnues. Vous autres qui êtes venus d'ailleurs, peut-être vous vous êtes retrouvés à un certain moment dans cette situation-là. Dans un monde inconnu, dans un milieu où personne ne vous connaît. J'ai bien écouté madame. Elle dit effectivement que c'est extrêmement difficile de trouver un travail, n'est-ce pas, au Sénégal. Je confirme. Mais elle y est parvenue parce que tout simplement, elle a su développer une compétence fondamentale qui vient de l'intelligence sociale, l'intelligence relationnelle. D'où ces compétences dont Madame Dien parlait tout à l'heure, ce sont des compétences fondamentales. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie en ne comptant que sur des compétences techniques. Parce que tout ce que vous allez faire dans votre travail, vous devez le faire avec les autres. Donc ces compétences multiples et relationnelles, cette capacité à s'adapter, elle est importante. Et je sais que aussi, d'après les différents témoignages que j'ai vus ici, j'ai compris que là aussi, on apprend ça aux jeunes dafistes. Monsieur Camara, quand il m'a appelé, il m'a dit que vous devez traiter le sujet suivant. La politique de la formation professionnelle et les filières porteuses. Orientation des étudiants, enjeux et perspectives. J'ai dit, mais attends, monsieur Camara, vous n'êtes pas tendre avec moi, parce que ça, c'est un grand sujet. Chacun de ces thèmes est déjà un sujet de discussion pendant au moins pour 4 heures de temps, ou bien peut-être même plus. Mais il a ajouté, vous avez 25 minutes. J'ai dit, attends, ça c'est un grand problème. Alors donc vous comprendrez que ça sera un peu compliqué, mais je vais peut-être aller vite. En commençant par la première problématique. Mais je dis aussi que je ne savais pas que, voilà, ce sont de jeunes réfugiés vivant au Sénégal. Donc ça rend un peu aussi les gymnastiques que je vais faire et vous allez comprendre. Alors, ce qui veut dire, je vais parler un peu du dispositif de la formation professionnelle au Sénégal. Parce que je me suis posé la question, après ce sujet, en me disant, quelle est la politique de la formation professionnelle au Sénégal? Comme première question. La deuxième question, je me suis dit, quelle est la stratégie d'orientation mise au Sénégal pour aider les étudiants non seulement à mieux étudier, à réussir leurs études, mais s'insérer aussi après leurs études. La troisième question, je me suis dit, quelles sont aujourd'hui les filières porteuses? Et après ça, quelles sont les perspectives? Mais j'ai compris aussi que l'ensemble de ces questions-là tournaient autour d'une seule question principale et principielle. C'est la question de l'insertion professionnelle
des jeunes. Et cette question-là, elle est au niveau mondial. L'Afrique subsaharienne en souffre plus. Ça, on le sait, mais le Sénégal aussi en souffre beaucoup. Pour beaucoup de raisons que je vais évoquer brièvement avant d'aller loin. Pour quelques chiffres, j'ai dit, par exemple, en 2022, la population sénégalaise est estimée à 17 738 795. Mais 76% ont moins de 35 ans. J'ai dit, mais attends, n'étant pas un bon mathématicien, mais quand même, j'ai trouvé que au moins 13 481 jeunes personnes sont moins de 35 ans. Sur une population de 17 millions, si on dit que les 13 millions ou bien 13 millions et demi sont des jeunes, j'ai compris que ça va être difficile pour la formation professionnelle, mais aussi pour l'éducation tout court. Parce qu'on a dit qu'au moins, et ça c'était en 2014, 200 000 jeunes viennent chaque année dans le marché de l'emploi. Et de 2014 à maintenant, il faut estimer à moins 400 000 jeunes qui vont venir dans le marché de l'emploi. Mais aussi en revoyant un peu les effectifs au niveau de l'université, parce qu'on est dans l'enseignement supérieur. Si on regarde bien, entre 2001 et 2010, il y a eu en 2001 27 000 étudiants. En 2010, il y a 72 000 étudiants. La progression est lente. Mais regardez, par exemple, à partir de, par exemple, 2013 à 2021, on est passé à 252 000 étudiants. Ce qui veut dire qu'il faut des universités. Il faut aussi, dans la formation professionnelle, beaucoup plus d'établissements, beaucoup plus de postes de travail. Ça amène quoi? Ces jeunes qui vont sortir, il faut leur trouver de l'emploi. Mais comment trouver de l'emploi avec une économie plus ou moins déstructurée, de plus en plus déstructurée, l'économie rurale? Beaucoup de mes parents Peul ou bien Sérère qui étaient dans les villages maintenant sont à Dakar. Et ironie du sort, pour la formation professionnelle, il n'y a que 7% qui étaient formés et qui pouvaient dire « je suis capable de faire ceci ». Vous allez à l'université, la majorité sont au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines, qui vont sortir après, comme ce jeune-là qui m'a approché il y a 3 ans de cela. Après son Master 2 en anglais, il vient me dire « Monsieur, je veux un travail, qu'est-ce que je vais faire ?» J'ai dit que peut-être vous n'avez pas posé la question au bon moment. Vous devriez poser cette question-là peut-être il y a 10 ans de cela. Parce que ce n'est pas après votre Master que vous devriez effectivement poser la question de qu'est-ce que je peux faire ou bien qu'est-ce que je dois faire. Mais je vais revenir sur cette question-là, parce qu'elle pose véritablement la grande question de l'orientation. Alors, donc, mais face à ça, avec les réformes, n'est-ce pas, de 2001, après les assises nationales de 2001 sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'État du Sénégal a compris qu'il fallait davantage faire des efforts dans ce domaine. Parce que qui parle d'emploi, qui parle d'économie, parlera fondamentalement des gens qui sont capables de travailler. C'est pourquoi beaucoup d'efforts ont été faits dans la formation technique, n'est-ce pas, mais aussi dans la formation professionnelle. Et d'ailleurs, vous allez constater les changements de nom au niveau de ces ministères dernièrement. On va parler ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle,
qui n'était pas auparavant un ministère. Et ensuite, on va parler ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Vous voyez que l'insertion y est intégrée. Ensuite, on vient à ministère de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'artisanat et de l'insertion, pour en venir, n'est-ce pas, à 2 ministères pour ce qui était un seul ministère. On a créé de l'autre côté ce qu'on appelle ministère de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Cela veut dire quoi? C'est indicatif dans la marche de progression de la préoccupation centrale que constitue effectivement l'emploi des jeunes. Et il faut dire que l'État a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Qu'est-ce que l'État a fait? C'est de créer un dispositif d'accompagnement, de formation d'abord et d'accompagnement. Et il y a quelques, par exemple, quelques éléments dans ce sens-là. Par exemple, le PF2E, le 3FPT qui est un organisme de financement, l'ONFP qui est un organisme de formation, et l'ONFP, je vais m'arrêter un peu là-bas, parce que c'est un organisme qui vous forme en un temps record à pouvoir avoir une qualification professionnelle. 2 semaines, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, des compétences qui vous permettent d'avoir un emploi. Par exemple, en amont, la création aussi, le projet de création de 46 centres de formation professionnelle dans les 46 départements du Sénégal. Ce sont des efforts inutiles. Mais aussi dans chaque centre de formation, il y a ce qu'on appelle les cellules d'appui à l'insertion. La création d'une direction de l'emploi, mais aussi une direction de l'insertion. Tout cela, c'est mettre en place un dispositif et des outils de financement pour que, au moins, les jeunes qui vont avoir, après, non seulement pourront avoir des formations, n'est-ce pas, en un laps de temps, avec même les certificats de spécialité, avec le PF2E, parce que le plus grand problème, quelqu'un l'a dit, c'est le fait de trouver un stage. Mais avec le PF2E, on dit on va créer le système allemand, l'apprentissage par alternance. 80% de la formation va se passer en milieu d'entreprise et les 20% vont se passer au niveau théorique dans les salles de classe. Tout cela, c'est pour trouver des solutions. Mais attends, cela ne veut pas dire que toutes les solutions sont trouvées. Le problème est encore là. Jusqu'à ce que récemment, on a créé ce qu'on appelle les pôles emploi, qui est un système d'information, mais aussi d'enrôlement pour aussi bien la formation, pour l'emploi, mais également pour le l'emploi salarié, mais aussi pour le financement. Ça, c'est pour juste expliquer le dispositif qui est mis en place. Et Madame Dien l'a dit tout à l'heure, l'intéressant ici, je ne connais pas le statut de réfugié, je ne maîtrise pas trop, mais je suis sûr qu'il y a certains de ces dispositifs-là qui pourraient vous permettre, Madame Mendy, justement, de faire bénéficier justement les DAFistes. Il faut se rapprocher de ces institutions-là pour voir ce qui est possible de faire. Maintenant, j'en viens à la seconde problématique. C'est les filières porteuses. Voici la question la plus difficile à répondre. Parce qu'on est dans un système mondial. Ce qui veut dire que tout change. Les formations changent. Les besoins du marché changent de manière, à la limite même, spectaculaire. Les métiers naissent comme des champignons. Et il y a les anciens métiers qui disparaissent. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire tout simplement, même ton projet de formation professionnelle peut changer au cours de ton cursus. Vous voyez? Les entreprises changent de besoin de compétences. L'ONFP avait fait une étude en 2018 qui chercherait à savoir
quels sont les besoins de compétences, n'est-ce pas, des entreprises de 2018 à de 2020 à 2025. Et il y a un certain nombre de domaines qui étaient ressortis de ces études-là. Il y avait par exemple le domaine de l'agriculture, la production par exemple agroalimentaire, le bâtiment effectivement, le transport et la communication, le tourisme et l'hôtellerie, le pétrole et le gaz, n'est-ce pas, le numérique. Le numérique, je pense que Mme Guien en a parlé tout à l'heure. Le numérique est aujourd'hui central de tout ce qui va se faire dans n'importe quel secteur. Quand on parle de l'intelligence artificielle, tu es dans ta chambre, tu as ton champ, tu touches ton portable et on arrose pour toi. Vous voyez ce que ça donne. C'est là où on est aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire et en un laps de temps dans ce que proposent les écoles de formation. Et peut-être ici et là, ils pourront répondre à ces besoins-là du temps. Parce qu'il faut aller vite, les entreprises vont plus vite. La difficulté majeure de l'insertion professionnelle, c'est que les entreprises vont plus vite que les formations. Si tel est le cas, il faut chaque année à la limite même renouveler les offres de formation pour répondre aux besoins du marché. Les entreprises souvent sont prêtes à recruter, mais un métier pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça peut même être caduc. Tout métier qui n'intègre pas aujourd'hui la dimension numérique peut devenir caduc en un laps de temps. D'où en permanence le renouvellement des connaissances et des filières de formation. L'environnement, la météorologie, l'agro-business, c'est aujourd'hui des secteurs porteurs, c'est des secteurs d'avenir. On parle, la Covid a profondément montré qu'aujourd'hui, il faut de l'autosuffisance alimentaire, j'allais même dire de la sécurité alimentaire. Mais la guerre ukrainienne a renforcé cette nécessité aujourd'hui d'aller vers ce secteur de l'agriculture. Donc, si vous êtes DAFiste, vous voulez investir, ce sont des secteurs dans lesquels vous pouvez profondément réfléchir. En revenant sur le numérique, aujourd'hui, tu es sur le net, tu vois une robe, tout de suite tu commandes et on te l'amène chez toi en un laps de temps. Pendant que le tailleur qui est à côté, qui se débrouille, vous n'allez même pas le voir. Vous achetez une robe qui vous vient, je ne sais pas, de New York ou bien je ne sais où, parce que tout simplement, c'est le numérique. Ce qui veut dire, aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation et du numérique, le concurrent du petit Sénégalais, excusez-moi, pas petit Sénégalais, du jeune entrepreneur sénégalais, ce n'est même pas celui-là qui est à ses côtés, mais c'est celui-là qui est à peut-être même 10 000 ou bien 10 000 kilomètres ou bien même, je ne sais, des centaines de kilomètres. C'est pour dire que tout simplement, la question de l'insertion va poser effectivement la deuxième question, c'est cette question relative à l'orientation. Quel est le dispositif d'orientation effectivement pour amener nos étudiants à pouvoir faire un choix idoine, un choix réussi? La première question qu'il faudrait d'abord se poser en tant que jeune qui étudie, c'est où est-ce que je dois aller chercher des informations? Parce que l'information, c'est ça qui permet de décider et de prendre les bonnes décisions. Mais aussi, quand on parle de la question de l'orientation, quelqu'un comme Sénèque, plusieurs millions d'années, quand il dit, par exemple, il n'y a pas de vent favorable pour quelqu'un qui ne sait pas où aller. D'où l'intérêt d'abord, à chaque instant de ta vie, de te poser la question, où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux devenir? Et comment tu vas faire pour le devenir?
Mais l'autre question fondamentale, c'est d'abord de se connaître d'abord. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vaux? Où tu vas? Mais qui es-tu d'abord? Mais beaucoup de personnes ne se posent pas la question à savoir, qu'est-ce que moi? Qui suis-je d'abord? Quels sont mes goûts? Quels sont mes intérêts? Qu'est-ce qui me plaît? Parce que aussi, le plus souvent, tu t'engages dans des choses par mimétisme. Parce que quelqu'un l'a fait, tu voudrais faire la même chose. Un ami a fait tel choix, même dans les études, toi aussi tu voudrais faire la même chose. Mais est-ce que vous avez la même identité aspirationnelle? Non, vous n'avez pas les mêmes aspirations. Quand tu y vas avec du mimétisme, tu ne vas pas y aller à fond. Mais aussi, il est important de pouvoir, après avoir eu des informations, de savoir comment ces formations-là, comment je vais les utiliser convenablement. Comment ces informations vont me permettre, n'est-ce pas, de prendre les bonnes décisions. Je ne vais pas aller loin sur cette question parce que je pense qu'on a beaucoup parlé. Mais comme on m'avait donné 25 minutes, je ne sais pas le timing, il est où, métronome? Hein? Je vais terminer dans 3 minutes. Pour dire ceci, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une réforme totale, n'est-ce pas, du système éducatif. Cela veut dire quoi? En termes de perspective, ce n'est pas à l'université seulement que les réformes doivent être, mais c'est au niveau même du plus bas, dans les classes inférieures. Aujourd'hui, c'est après les études, quelqu'un a dit 80%, la majeure partie des entreprises meurent avant l'âge de 5 ans. Peut-être même avant l'âge de 1 an. Je dis que c'est 85%. Mais l'entrepreneuriat, tu ne l'apprends pas. Tu ne l'apprends pas à l'université. Ça, c'est la théorie. L'entrepreneuriat, c'est dès le bas âge. C'est comme le fait, par exemple, celui-là qui est dans le coin, qui fait du business, qui vend, qui lave des voitures, qui fait ceci. C'est ça qui te permet de s'adapter et qui te permet plus tard d'être comme un poisson dans la mer, d'être à l'aise dans ce que tu fais. La raison fondamentale pour laquelle beaucoup d'entreprises échouent, c'est parce que la personne ne s'y est pas préparée mentalement d'abord, mais c'est parce que la personne aussi le fait par mimétisme, mais il ne sait pas aussi que ça demande du temps. L'entrepreneuriat, c'est un processus. Ça demande du temps. Ça demande de l'adaptabilité. Ça demande la patience. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas le faire. Je vais m'arrêter là pour dire tout simplement une fois de plus à Daffy, merci à monsieur, je pense que c'est monsieur Ba. Merci monsieur Ba. Et merci à Green Village Fondation. Mon anglais est ce qu'il est. C'est un anglais de Peul. Mais c'est pour dire tout simplement que vous êtes en train de faire des choses extraordinaires. Et M. Sow, je pense, qui parle des réfugiés mauritaniens. L'ONFP, vous pouvez vous rapprocher de l'ONFP. Il peut y avoir un partenariat pour un renforcement de compétences. Et ce sont des formations de courte durée. ONFP, je pense que Mme Mendy va noter. C'est un dispositif qui permet d'avoir des compétences et de se lancer. Merci beaucoup de votre aimable attention.